C'est une question quasi philosophique. La religion et la science sont-elles incompatibles ? Si la religion repose sur des croyances, la science se définit comme une connaissance rationnelle. L'une repose sur la foi, l'autre sur des preuves. Tour à tour, Pascal, Kant ou encore Freud ont disserté autour de cette question sans jamais vraiment trancher de manière nette. Alma n'a jamais reçu d'éducation religieuse. Dans sa famille, on croit que les choses arrivent quand elles doivent arriver, et puis c'est tout. Mais quand la foi s'immisce dans son quotidien, dans ses jours comme dans ses nuits, elle n'a pas d'autre choix que de lui faire une place, et décide de la mettre au service d'une renaissance inattendue. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Mandy Lebourg. En janvier 2016, j'ai 29 ans et ça fait 2 ans et demi environ que j'habite seule dans mon appartement à Bordeaux. Il est situé près d'une église que je connais pas et que j'ai jamais fréquentée. C'est une période de ma vie qui est assez compliquée parce que je suis à la recherche d'un emploi depuis plusieurs mois et la recherche est assez difficile. Et parallèlement, j'entretiens une relation avec Antoine depuis environ 4 ans, qui est toxique. Un jour, je suis dans ma cuisine en train de cuisiner et c'est une très belle journée. Donc je décide d'ouvrir la fenêtre et j'entends les cloches de cette église sonner. Donc je suis très étonnée, je m'arrête net parce que je me dis, en 2 ans et demi, je les ai jamais entendues sonner ces cloches, quoi. Même si je suis très étonnée, je continue à cuisiner et à un moment, j'entends une voix dans ma tête qui me dit tu devrais te faire baptiser. Donc là, le choc, parce que je sais que c'est pas moi qui l'ai pensé. Enfin, c'est une sensation assez bizarre. C'est une impression de quelqu'un qui me chuchote à l'oreille, mais dans ma tête. Je réponds assez spontanément tout haut, pas maintenant. J'ai des choses plus importantes à faire, mais pourquoi pas, quoi. Donc je mets quand même ça dans un coin de ma tête. Je continue mon train de vie. J'appelle quand même ma mère pour lui raconter ce qui m'est arrivé. Et elle me répond simplement, c'est peut-être quelque chose que tu devrais approfondir. Dans ma famille, on est plutôt spirituel. Ma mère nous a transmis à moi et mes sœurs cette spiritualité, le fait que tout arrive quand il doit arriver. Mais on n'a jamais eu d'éducation religieuse, comme le catéchisme, mais elle nous a appris à prier. Quelques semaines plus tard, on est en février et j'obtiens un poste à Lyon. Donc je suis très contente, très soulagée. Je dois commencer en avril, donc j'ai 2 mois pour déménager, trouver un autre appartement et me rendre sur Lyon. On est en mars, donc je suis en plein dans mon déménagement et tous les soirs je fais des cauchemars. Je rêve que je meurs et je me réveille avant l'impact. Je rêve que je me noie et que je me réveille avant de vraiment mourir. Je me rêve qu'on me poignarde et je me réveille vraiment au moment de l'impact du coup de couteau. Je rêve que je suis en voiture et qu'il y a un impact frontal avec un arbre et je me réveille au moment de l'impact. En fait, je fais que des cauchemars de ce style. C'est des cauchemars qui sont assez intenses parce que à chaque cauchemar, je ressens réellement la peur et la douleur, vraiment comme si c'était réel, quoi. En parallèle de ces cauchemars, j'ai des grosses douleurs au ventre, mais je les mets sur le compte du déménagement, du stress, de tout ce que ça engendre. Et je me formalise pas plus que ça, donc je continue mes activités sans m'en préoccuper plus que ça. Un soir, je regarde la télé, je m'endors dans mon canapé et j'ouvre les yeux. Et dans le coin de la pièce, je vois un géant. Mais vraiment un géant. Il est tellement grand qu'en fait son dos est plaqué sur le plafond et je sens qu'il me regarde et là vraiment je commence à paniquer. Et il commence à vraiment courir vers moi. De peur, je ferme les yeux et quand je les réouvre, il a disparu. Quelques nuits plus tard, ça recommence. Donc je suis dans mon lit, je dors et je sens une présence dans ma chambre. Donc
Naturellement, j'ouvre les yeux et là, je vois un monsieur, mais vraiment hideux, qui rôde autour de mon lit et il se met à monter sur mon lit. Et là, je commence à paniquer parce qu'en fait, les sensations, elles sont vraiment réelles. Je sens le poids en fait de son corps sur le lit. Je le sens sur moi, proche de moi. Et là, je commence à me dire, en fait, c'est réel, quoi. J'ai vraiment les yeux ouverts. Et là, je me dis, ben, je récite la prière du Notre Père parce que c'est mon dernier rempart. Là, je comprends qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Je sens que c'est de l'ordre du surnaturel. Enfin, il y a personne chez moi, je suis toute seule et là, je vois ce monsieur sur mon lit et je me dis, ben, mon seul rempart, c'est cette prière. À partir de là, je suis terrifiée de rester seule chez moi. Une semaine avant mon départ pour Lyon, j'entends de nouveau cette voix qui me dit « Baptise-toi, tu devrais te protéger ». Et c'est une voix qui est ferme, mais qui est bienveillante et qui fait pas du tout peur. Et moi, je réponds non, mais pas maintenant, j'ai des choses plus importantes à faire ». Pourtant, je garde quand même à l'esprit que c'est quelque chose que je pourrais faire parce que je me dis avec tout ce qui vient de m'arriver, en fait, c'est impossible d'ignorer cette voix. Mais je sais que ça prend du temps. C'est un processus, surtout pour les adultes, qui est beaucoup plus long. Donc je me dis, là, je suis en plein déménagement, donc c'est pas quelque chose que je vais commencer sur Bordeaux. Je le ferai potentiellement quand je serai sur Lyon. En tout cas, je promets à cette voix d'entreprendre le chemin vers le baptême quand tout sera finalisé à Lyon. Avant de commencer cette nouvelle vie, je me sépare d'Antoine parce que d'une part, je déménage et la distance Lyon-Bordeaux, c'est compliqué à gérer et d'autant plus qu'on est dans une relation toxique et que ça n'allait pas. Donc on décide d'y mettre un terme. Quelques jours plus tard, je déménage à Lyon dans mon nouvel appartement. Je suis très heureuse. Les douleurs au ventre ont disparu, même s'il persiste encore une petite gêne. Et les cauchemars aussi ont disparu. Ça me rassure parce que je mets les douleurs finalement sur le compte du stress. Donc je me dis, ben, vu que je suis plus stressée, j'ai plus mal au ventre. Donc le problème est résolu. Comme j'arrive en milieu de semaine à Lyon, il me reste quelques jours avant de reprendre le travail la semaine, le lundi d'après. Donc j'ai le temps de m'organiser, de défaire mes cartons, de visiter un peu Lyon. C'est là que Antoine m'appelle pour me dire, écoute, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que tu es enceinte. Est-ce que tu peux faire un test de grossesse ? Je suis très très étonnée, assez surprise, limite sous le choc. Et je le sens tellement convaincu. Donc je raccroche, je vais à la pharmacie, j'achète le test et je rentre chez moi et je le fais dans la foulée. Et là, il est positif. Je suis choquée, surprise, je pleure, toutes les larmes de mon corps. Et je le regarde plusieurs fois pour être sûre qu'il soit vraiment positif. Face à ce test positif, je commence à avoir peur parce que je sais très bien que je vais devoir prendre une décision. Parce que je viens de déménager, je suis dans un nouveau travail qui n'a même pas encore été validé. Et surtout, je ne suis plus avec Antoine. Donc je sais très bien que c'est impossible pour moi. Cette période de ma vie ne peut pas accueillir d'enfants. Le soir, je rappelle Antoine pour lui annoncer que le test il est bien positif, qu'il avait raison. Il me dit qu'il sera en accord avec la décision que je prendrai. Et moi, je lui dis très clairement que je vais avorter. Et il est d'accord avec ma décision. Le lendemain matin, après la discussion que j'ai eue avec Antoine, j'appelle un centre de planning familial qui me donne rendez-vous le 7 avril. C'est dans une semaine. En attendant le rendez-vous, je décide de garder cet événement pour moi. J'en parle à personne de ma famille parce que la relation que j'ai avec Antoine est compliquée et pas appréciée de ma famille. Et aussi, j'ai peur de leur jugement, en fait. Le lundi arrive, c'est mon premier jour de travail et tout se passe très bien. Je suis très bien accueillie. La journée se passe très bien, je découvre mes collègues, mon nouveau poste. Le soir, je préviens mon employeur que je ne pourrai pas être là le lendemain matin parce que je reçois mes électroménagers et je dois être présente sur place. Et il y a aussi un technicien qui doit passer pour mettre la fibre. Et je leur dis que normalement, si tout se passe bien, je serai de retour à 14h au bureau. Le lendemain matin, je me lève très tôt pour recevoir le technicien qui doit mettre la fibre.
Et quelques minutes plus tard, je reçois un coup de fil pour me dire que ma commande d'électroménager est annulée parce qu'il y a un problème et qu'elle sera livrée la semaine d'après. Donc là, je commence vraiment à m'énerver parce que ça fait une semaine que j'ai pas de frigo ni de cuisinière, j'ai pas de machine à laver, j'en peux plus. Soudain, j'ai un gros mal de ventre qui me plie en deux. Je raccroche et je décide d'aller aux toilettes parce que j'ai une envie soudaine de faire pipi. Et quand je m'assois sur les toilettes, mon ventre il est énorme et je reste 5 minutes à me dire ah ok, fais pipi. Et en fait, j'y arrive pas. J'ai une douleur en bas du ventre qui irradie de partout et je me dis bon, c'est pas normal, mais potentiellement ça va passer. D'un coup, j'entends frapper à la porte et c'est le technicien qui me demande un tournevis. En fait, j'entrouvre juste la porte et je passe ma tête en lui disant écoutez, j'ai pas de tournevis, mais quand vous avez fini, vous pouvez partir et fermer la porte. Et je vois sur la tête du technicien qu'il est un peu étonné. Il me demande bah, est-ce que vous allez bien, madame, parce que vous êtes blême. Et je lui dis oui, oui, ça va, merci. Vous pouvez finir. Enfin, moi, je vais juste me coucher. Donc, je vais dans ma chambre et je m'endors. Je me réveille en sursaut parce que je sens que quelqu'un me secoue. Et je vois le technicien. Il me dit écoutez, madame, je vais appeler les secours parce que je vois que vous n'êtes pas bien. Il appelle les secours et il se met en haut-parleur. Et le médecin au bout du fil lui demande monsieur, demandez à la dame si elle est enceinte. Et moi, je réponds directement oui, je suis enceinte. Je l'ai appris il y a quelques jours. Le médecin décide d'envoyer une ambulance directement à mon domicile. L'ambulance arrive au bout d'une trentaine de minutes et quand on est sur le trajet de l'hôpital, l'ambulancier me claque à plusieurs reprises pour pas que je me rendorme. Arrivé à l'hôpital, les infirmiers me mettent dans un brancard et là, je me rendors. Et en fait, je suis tirée de mon sommeil par une infirmière que j'entends crier. Et quand je l'écoute un peu plus attentivement, j'entends qu'elle crie mon nom. Donc avec le peu de force qui me reste, je lève un peu le bras pour qu'elle vienne à moi. Quand elle arrive, elle me prend l'attention et en fait, elle commence à crier dans tout le service urgence, urgence. Donc quand j'entends crier, je comprends que ma tension est basse et elle part chercher des secours. Et moi, je suis réveillée. Du coup, à chaque fois qu'il y a un soignant qui passe, je lui demande de l'aide parce que j'ai mal, parce que j'ai peur, parce que j'ai froid. Et surtout, je suis terrifiée de mourir seule dans cet hôpital. Et surtout, je suis terrifiée parce que ni ma mère ni mes sœurs sont au courant. J'ai tellement mal qu'ils décident de me mettre sous morphine. Il y a la gynécologue qui arrive et qui m'explique que potentiellement c'est une grossesse extra-utérine, c'est-à-dire une grossesse qui se développe hors de l'utérus, en grande majorité dans la trompe, qui est susceptible de la faire exploser si elle est trop grosse. Et elle me dit il va falloir passer au bloc, mais avant ça, il faudra faire une échographie. Suite à l'annonce de la gynécologue, les infirmières me déshabillent avant que j'aille dans le service d'imagerie pour faire l'échographie. Donc je suis toute nue. Le médecin commence à faire l'échographie et il a à peine posé la sonde sur mon ventre que je hurle de douleur malgré la morphine. Et il se retourne et il dit à sa collègue il y a du sang partout, faut agir maintenant. Déjà, je commence à paniquer et surtout, j'ai mal. Donc, je pense le temps de préparer le bloc, ils me mettent dans un couloir. Je suis toujours nue. Et en fait, je suis à la vue des autres patients et des soignants qui passent. J'ai peur, j'ai froid, j'ai mal. Après un long moment, les brancardiers viennent me chercher pour m'emmener directement au bloc. Quand j'arrive au bloc, la lumière, elle est blanche et limite froide. Et elle est très forte. Et l'anesthésiste me rassure en me disant ce qui va se passer. Moi, je suis paniquée. Et je lui dis que je veux pas mourir. Je lui dis, je sens que je vais mourir, je veux pas mourir. Qu'il faut prévenir Antoine, ma famille. Et elle me dit, tout va bien se passer. Inspirer et compter jusqu'à 10. J'ai pas le temps de compter, je m'endors directement.
Quand je me réveille, je suis fatiguée, groggy, j'ai du mal à émerger et les infirmiers m'apprennent que l'opération a duré plus de 2 heures. On me remonte en chambre et vers 19 heures environ, la gynécologue, elle vient me voir pour m'expliquer qu'effectivement, c'était bien une grossesse extra-utérine, mais surtout qu'elle était rompue. Donc, qu'elle avait dû enlever toute la trompe, mais que tout s'était très bien passé. Elle me dit que je vais devoir rester à l'hôpital pendant 4 jours parce que j'ai perdu beaucoup de sang et qu'il faut me transfuser. Pendant ces 4 jours à l'hôpital, je réfléchis beaucoup. Je commence à assembler un peu toutes les pièces du puzzle. Je commence à me dire que les rêves que j'ai faits, c'était déjà un avertissement, que chaque fois je me suis réveillée avant l'impact et que là, si personne ne m'avait réveillée, donc le technicien, je serais morte. Je comprends que la voix, c'était aussi un avertissement, que en fait, elle voulait me prévenir qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et je commence à me dire que c'était vraiment quelque chose d'important que j'ai minimisé tout au long de ces dernières semaines. Je me dis que je suis chanceuse déjà parce que ce technicien m'a sauvé la vie, que je peux pas faire comme si de rien n'était, que je peux pas juste rentrer chez moi et reprendre le cours normal de ma vie. Donc je décide de prendre certaines décisions. Dont la première, c'est de devenir médecin. C'est une évidence et je me dis je veux sauver des vies comme on vient de sauver la mienne. La deuxième, c'est de respecter la promesse que j'ai faite à cette voix et de commencer mon chemin vers le baptême. Dans la religion, le baptême, c'est être plongé dans la mort pour renaître. Et finalement, c'est exactement ce que je décide de faire. C'est d'abandonner l'ancienne Alma pour accepter ce que Dieu a prévu pour moi. Trois semaines après, je décide de m'inscrire au catéchisme pour les adultes. Et en faisant mes recherches, je découvre que j'habite à 5 minutes à pied d'une église. Je souris parce que je me dis, tout était prévu, que c'est encore un coup du destin. 1 an plus tard, je décide de m'inscrire au concours en médecine. C'est un concours, ce qu'on appelle passerelle, c'est-à-dire qu'on dépose un dossier, on passe un entretien avec un jury, ce qui nous permet de rentrer en 2e année sans passer par le concours officiel. C'est un travail monstre parce que je me prépare beaucoup avec l'aide de ma sœur. C'est beaucoup de pression parce que je veux vraiment réussir. Après l'entretien avec le jury, quelques semaines plus tard, je reçois un courrier dans ma boîte aux lettres. Je l'ouvre et là, grande surprise, je vois que je suis acceptée. Donc qu'à la rentrée prochaine, je vais rentrer en 2e année de médecine. Et je suis très heureuse. J'y crois pas parce que je me dis c'est un petit bout de mon rêve que je tiens dans les mains et j'explose de joie. En septembre 2017, j'ai 31 ans et j'entame mes études de médecine à la faculté de Lyon. Je démissionne de mon travail dans la foulée pour embrasser cette nouvelle vie. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et je suis officiellement médecin urgentiste. Je suis extrêmement fière de mon parcours parce que c'était un parcours qui était difficile, qui était long et qui a été marqué par une épreuve très très difficile. 4 ans auparavant, Antoine, mon ex, avec qui j'étais toujours en contact, a mis fin à ses jours. Quand j'ai appris sa mort, j'ai tout remis en question, ma légitimité, mon projet de devenir médecin et même ma propre personne. J'ai beaucoup culpabilisé parce que je me suis dit que j'étais en médecine et que en fait je soigne des gens tous les jours et que j'ai pas été capable de déceler ça chez un de mes proches. Il m'a fallu 2 ans et demi de travail de deuil et d'accompagnement pour comprendre qu'on ne peut pas tout sauver, même avec tout le savoir scientifique qu'on a. Ce qui m'a aidé à tenir durant cette période, c'est déjà l'accompagnement, mais aussi le fait que je me suis faite baptiser, parce que ça m'a permis d'avoir de la force, de continuer malgré tout, et surtout de me pardonner et de me dire que je pouvais pas tout voir, tout faire, et ça m'a aussi aidé à avancer. On me demande parfois comment je concilie ma foi et mon métier de médecin.
Et je réponds que la foi me donne de la force, du refuge. Ça m'aide à tenir, à avoir de l'empathie pour les patients et surtout à me lever chaque matin. Alors que la science, elle me permet la médecine en tout cas me permet de soigner les gens. Je pense qu'on peut allier la foi et la médecine sans pour autant empiéter sur la liberté des autres. Donc si je devais retenir une leçon de ces événements, c'est que s'il m'arrive des choses, si j'ai des pressentiments ou si j'ai des choses qui m'interpellent, de pas les minimiser et surtout d'aller creuser, de chercher ce qui dérange et qu'il ne faut pas les balayer d'un revers de la main. Et surtout, apprendre à s'écouter. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Mandy Lebourg. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de production, Astrid Verdun. Chargé de post-production et habillage musical, Mona Delahaye. Prise de son, Mélodie Chen. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.